Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le professeur Philippe Raveau, qui est professeur à l'Université de Paris-Descartes et aussi professeur associé à Columbia University. Il est directeur du centre de recherche en épidémiologie et statistique de Sorbonne Paris-Cité et aussi au sein de ce centre, directeur d'une équipe sur les méthodes de l'évaluation thérapeutique dans les maladies chroniques. Je pense que ce serait très long de dire tout ce que Philippe fait, mais en particulier, il est très impliqué dans Équateur, qui est un groupement qui cherche à améliorer les pratiques et les méthodes dans la recherche. C'est une initiative extrêmement importante et dont je pense qu'il faut qu'on s'inspire pour notre recherche. Merci beaucoup Philippe. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de venir à l'ISPET. C'est toujours un plaisir de venir ici. Les locaux sont superbes, le temps est superbe et l'assistance est très fournie, donc je suis ravi de venir ici. Carole m'a demandé un sujet. Je n'avais pas vraiment beaucoup d'idées, donc j'ai proposé repenser les méta-analyses. Et je vais faire un petit peu une synthèse d'un certain nombre, de travaux qu'on a effectués et 2 d'états d'âme que j'ai sur comment réaliser des méta-analyses. Je ne suis pas sûr de vous apporter beaucoup de réponses. J'ai quelques conflits d'intérêts. Le premier de mes conflits d'intérêts, c'est que je suis membre de la Cochrane et que théoriquement, je ne dois pas dire de mal de la Cochrane. Voilà. Et je suis membre de divers groupes au sein de la Cochrane qui réfléchissent à comment on va faire des méta-analyses demain. Et voilà, ce qui explique probablement mes doutes. Alors, première chose, les méta-analyses, c'est devenu une production de masse. Et il y a tous les jours des papiers qui sortent pour expliquer qu'on produit beaucoup de méta-analyses, trop de méta-analyses. Le dernier en date, c'est celui de John Ioannidis, qui explique que dans PubMed, entre 1986 et 2015, il y a plus de 260 000 articles avec un tag revue systématique et plus de 58 000 avec un tag méta-analyse. L'augmentation entre 1991 et 2014, c'est 2700% pour les revues systématiques, 2600% pour les méta-analyses, alors que ce n'est que 150% pour l'ensemble des articles indexés dans PubMed. Aujourd'hui, il y a plus de méta-analyses publiées par an que d'essais randomisés publiés par an, ce qui est quand même un problème. Et il y a énormément de méta-analyses redondantes. Par exemple, il y a eu 185 méta-analyses sur les antidépresseurs dans l'indication dépression entre 2007 et 2014. Et vous voyez la courbe qui est assez impressionnante à la fois pour les revues systématiques et pour les méta-analyses. Et je dirais qu'avant, pour moi, le monde était assez simple. On faisait des essais randomisés pour connaître l'efficacité, éventuellement la tolérance des traitements. Et puis quand on avait plusieurs essais randomisés, on faisait une méta-analyse des essais randomisés et tout le monde considérait que c'était le meilleur niveau de preuve et la vie était assez simple. Donc en réalité, la méta-analyse c'est toujours très très simple, c'est, voilà, on cherche les études, on va sélectionner un certain nombre d'études, extraire les données de ces études et analyser les données et faire ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors, bien sûr, il y a déjà eu des choses qui nous ont fait comprendre que ce n'était pas aussi simple que ça. Un des articles très très importants dans ce domaine, parce qu'il mettait vraiment très très bien en évidence les problèmes de biais de publication, c'était un article publié par Eric Turner dans le New England sur la preuve empirique de l'impact du biais de publication dans l'évaluation de l'efficacité des antidépresseurs. Il a comparé les résultats d'études soumises à la Food and Drug Administration, qu'on considérait comme le gold standard, et d'études publiées sur 12 molécules antidépresseurs, 74 essais versus placebo enregistrés par la FDA lors de l'enregistrement de ces médicaments. Les compagnies pharmaceutiques étaient obligées de donner les résultats. Et puis 51 essais correspondant pour un certain nombre à ces 74 essais qui étaient publiés. Et les résultats sont assez inquiétants, puisque, alors c'est assez illisible, mais globalement ce qu'il faut voir, c'est que pour toutes ces molécules, il y a une surévaluation de l'effet de traitement lorsqu'on prend les données publiées. Donc on surestime de 15 à 70% l'évaluation de l'effet de traitement de chacune de ces molécules quand on prend les données publiques. Puis il y a une deuxième chose qui est très inquiétante également, c'est quand on prend les données réanalysées par la Food and Drug Administration, eh bien, ces données ne trouvent pas les mêmes résultats que les données qui sont les données publiées et qui sont les données
publiés par les industriels pour les mêmes articles. Alors cette figure aussi était extrêmement inquiétante. Vous avez 38 essais parmi ces 74 pour lesquels la Food and Drug Administration considérait que c'était des essais entre guillemets positifs. Parmi ces 38 essais, 37 n'étaient pas publiés. Un seul était publié. Vous avez 24 essais qui étaient considérés par la Food and Drug Administration, 37 essais publiés parmi les 38 qui étaient positifs. Pour les 24 essais dits négatifs, eh bien, il y en avait seulement 3 qui étaient publiés, 16 qui n'étaient pas publiés et 5 qui étaient publiés mais avec des résultats qui étaient en contradiction avec l'analyse de la Food and Drug Administration. Et donc Eric Turner a dit, voilà, c'est ce qu'on appelle des cochons avec des lipsticks, et il a fait une série d'articles, il a listé cette série d'articles dont les résultats étaient en conflit entre l'analyse FDA et ce qui avait été rapporté dans les journaux. Voilà. Donc la situation actuelle, c'est que pour moi, je trouve que c'est de plus en plus difficile de faire des revues systématiques. Je ne sais plus faire une méta-analyse, et puis avant c'était assez simple, et maintenant c'est très compliqué, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la première question que je me pose, c'est faut-il prendre en compte quand on fait une méta-analyse tous les essais? Aujourd'hui, on a des essais avec une qualité des données qui est extrêmement diverse. On a des essais à faible risque de biais, on a des essais à risque de biais élevé. Est-ce qu'il faut prendre en compte tous les essais? Je ne sais pas. On a des problèmes avec la taille des essais. On sait qu'il y a des essais de taille variable et on sait que l'effet de traitement est probablement différent selon la taille des essais. Et enfin, il y a des essais qui sont faits dans différents pays du monde. Est-ce que ça a un vrai sens de regrouper des essais faits dans tous les pays du monde dans une même méta-analyse? Je ne suis pas sûr. Alors, on a fait quelques travaux sur les caractéristiques des essais qui sont associés à l'effet de traitement dans les méta-analyses. Donc ça, c'est des travaux qui en particulier faisaient partie de la thèse d'Agnès de Chartres chez moi. Donc dans ces travaux, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que selon que les essais... Alors tous ces travaux sont faits principalement avec des études qu'on appelle méta-épidémiologiques. Dans ces études méta-épidémiologiques, on prend une série de méta-analyses, 50, 80, 100, 200, 500 méta-analyses, et puis on va regarder dans ces méta-analyses pour des essais, des caractéristiques, des essais avec des caractéristiques qui peuvent être présentes ou absentes. On va avoir un odds ratio pour les essais avec la caractéristique présente, un odds ratio pour les essais avec la caractéristique absente. On va faire un ratio d'odds ratio et on va regarder si on surestime ou sous-estime l'effet de traitement comme ça. Donc globalement, qu'est-ce qu'on montre? Eh bien que quand on a des essais monocentriques, ils surestiment systématiquement l'effet du traitement. De la même façon, on a montré l'influence de la taille des essais sur l'estimation de l'effet de traitement. Et alors j'ai mis dans un petit coin là pour y penser d'autres paramètres, les éléments de ce qu'on appelle le Risk of Bias Tool, qui est la méthode d'analyse du risque de biais selon la Cochrane, où on prend un certain nombre d'items en compte, la qualité de la randomisation, la qualité du blinding, etc., etc. Et là, je ne sais pas vous répondre si ça influe sur l'effet de traitement. En réalité, ce qu'on sait assez bien, c'est que chacun des items influe sur l'effet de traitement, mais on ne sait pas combiner ces items aujourd'hui. Donc j'ai des problèmes avec ce Risk of Bias Tool. Donc si on regarde par exemple ce qui se passe sur l'influence de l'effectif d'un essai sur l'effet de traitement, on a pris un échantillon de méta-analyse, on a comparé l'effet de traitement entre les essais avec et sans une caractéristique donnée, par exemple la taille de l'effectif, et on a comparé l'effet de traitement entre les essais. Notre référence était les essais avec plus de 1000 malades au sein d'une même méta-analyse, et puis on comparait avec les essais de moins de 50, 50 à 99 patients, 100 à 199, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que le ratio moyen de rapport des cotes, eh bien, il est extrêmement lié à ça, finalement. Si vous avez des gros essais, vous avez un effet qui est très proche de celui qu'on trouve avec plus de 1000 patients. Si vous avez des tout petits essais, vous surestimez de manière très importante l'effet du traitement. Alors, quand je dis surestimer l'effet du traitement, en réalité, vous trouvez un effet du traitement extrêmement différent. On a fait exactement la même chose avec les quartiles de taille d'essais au sein d'une même méta-analyse, et on trouve strictement la même chose. Donc, il est évident que la taille des essais influe sur l'effet du traitement qu'on va retrouver. Et donc, notre question, c'est qu'est-ce qu'il faut prendre dans une méta-analyse? Est-ce qu'on doit faire une méta-analyse seulement des essais de grande taille, ou est-ce qu'il faut vraiment méta-analyser tous les essais, y compris les essais de petite taille? À mon avis, on répond à une question extrêmement différente. Et à mon avis, si on veut avoir l'effet de traitement qu'on observe
dans la vie réelle, eh bien, on a un effet de traitement qu'on observe dans la vie réelle qui est beaucoup plus proche dans celui des effets de grande taille que dans celui des effets de petite taille. On pourra en discuter. Deuxième chose, est-ce qu'il faut prendre les essais quels que soient les pays dont ils viennent, etc. Méta-analyse publiée très récemment dans le BMJ sur les corticostéroïdes pour les bébés prématurés. Donc une très belle méta-analyse qui conclut qu'il n'y a pas de discussion, ça réduit la mortalité quand c'est donné au-delà de 34 semaines. Donc voilà, on a ici une présentation graphique extrêmement classique d'une méta-analyse. Vous avez les différents essais, vous avez l'estimation de l'effet de traitement, vous avez l'intervalle de confiance de cet effet de traitement, et vous regardez ici l'effet combiné, et vous voyez que cet effet, il y a un risque ratio à 0,74 qui n'inclut pas 1, et donc il conclut que ça favorise, enfin que c'est en faveur des stéroïdes. Bon, un seul tout petit problème, c'est que quand on regarde la figure attentivement, on voit un indice qui est I-square égale 0%, qui est une mesure de variabilité de l'effet du traitement. Et à l'évidence, même si c'est dans le BMJ, c'est faux. C'est-à-dire que c'est impossible d'avoir un I-square à 0% quand on voit ça avec des effets de traitement extrêmement différents. Alors donc nous, on est un peu bête et discipliné, donc je te dis, bon, on ne comprend pas bien, donc on va refaire la méta-analyse. Donc on refait la méta-analyse, comme ils nous expliquent exactement comment ils ont fait à deux, de manière indépendante, en utilisant Review Manager, Revman, qui est le software de la Cochrane, mais même la version. Ils nous mettent exactement qu'ils ont utilisé une méta-analyse à effet aléatoire. Donc on la refait, et pas de chance. Nous, on trouve que ça n'a aucun effet significatif, et puis d'ailleurs, le I-square, il est à 75%. Bon, voilà. Et puis, au-delà de ça, il y a quand même un essai ici, Ahmed, qui semble assez différent des autres, et en particulier de celui-là qui est le plus gros. Donc on regarde un peu, et puis voilà, le problème c'est que dans cette méta-analyse, il y a un des essais, il est égyptien. Bon, alors voilà, est-ce qu'il est logique de mettre en même temps des essais qui sont faits à New York, à Londres, à Paris, et un qui est fait en Égypte, qui donne des résultats assez différents? Est-ce qu'on peut imaginer que le traitement de la prématurité en Égypte, c'est exactement la même chose, vraiment? Est-ce que ça a un vrai sens de mettre en commun toutes ces données? Moi, je suis persuadé que ça n'en a strictement aucun. Voilà. Puis quand on regarde un peu le risque de biais, bien sûr, cet essai, en plus, il est plutôt moyennement bien fait, avec un risque de biais probablement un peu plus élevé. Donc, bon, la méta-analyse est mal faite, ok. 2, il nous raconte un truc qui est faux parce que les figures qu'ils mettent n'ont aucun rapport avec ce qui sort de Revman. Et puis en plus, 3, ça n'a aucun sens de combiner ces essais de mon point de vue. Alors nous, on se pose plein de questions sur, comme je vous l'ai dit, quels essais on doit combiner dans une méta-analyse. Bon, est-ce qu'il faut qu'on combine toutes les études, qui est la stratégie habituelle, ou est-ce qu'il faut qu'on se restreigne aux essais à faible risque de biais, ou bien aux essais les plus grands, ou est-ce qu'il faut qu'on réalise ce qui a été proposé par Gerta Ricker de Freiburg, une méta-analyse limite? C'est une méthode proposée pour prendre en compte le Small Study Effect avec une estimation de l'effet de traitement pour un essai de taille infinie. Alors, nous, on n'a pas d'avis sur la question, donc on a comparé. Et la seule chose qu'on sait, on ne sait pas quelle est la meilleure méthode à prendre, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on va trouver des résultats différents avec ces différentes méthodes. Donc là, de la même façon, avec des méthodes de méta-épidémiologie, eh bien, on fait ça pour une série de méta-analyses. Donc là, on en a 92 pour les critères de jugement subjectif, parce qu'on ne trouve pas les mêmes résultats pour les critères de jugement subjectif et objectif. Et vous voyez que les risques, les ratios d'odds ratio sont assez différents selon le type de stratégie d'analyse qu'on a pris. Donc ça, si vous êtes intéressé par ça, vous regarderez, ça a été publié dans le JAMA. Et à l'issue de ça, notre réponse c'est, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas. Voilà. En tout cas, si on a d'énormes différences entre les stratégies d'analyse, je serais extrêmement prudent sur les résultats de cette méta-analyse. Alors après, quelles sources d'informations on doit utiliser? Ça devient de plus en plus compliqué parce que, il y a de plus en plus de sources de données. On a de multiples sources de données maintenant pour un même essai. Par exemple, on a des données qui sont postées dans les registres d'essais versus les données qui sont publiées. On a des rapports d'essais cliniques qui sont faits
soit par les industriels, soit par la Food and Drug Administration, soit par l'IME. On a des rapports statistiques d'autorité d'enregistrement, en particulier FDA réanalyse les données. On a des problèmes pour savoir s'il faut prendre des données individuelles versus les données agrégées. Puis est-ce qu'il faut se limiter aux données des essais randomisés ou aussi prendre des études observationnelles? C'est pas si clair. Donc je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Alors, effectivement, aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'on est un méta-analyse qui fait ça, donc qui regarde un peu la pointe émergée de l'iceberg qui est les essais publiés, ou est-ce qu'on rentre avec des plongeurs pour regarder vraiment l'ensemble des données disponibles, le protocole avant l'étude, les case report forms, les données individuelles, les clinical study reports, etc., etc. Et donc, vraiment, il va y avoir deux types de méta-analyses aujourd'hui. Il y a ceux qui restent à la surface, et puis il y a ceux qui rentrent dans la profondeur. L'exemple le plus emblématique de ça était sur le Tamiflu, avec une méta-analyse, je crois, en 2006 de la Cochrane qui répondait « Le Tamiflu diminue le risque d'événements graves au cours de la grippe ». Et puis une évolution de cette méta-analyse, au départ sous la pression d'un chercheur japonais qui a dit « Attendez, vous dites ça, mais il y a un essai chez 10 000 malades concernant le Tamiflu qui n'a jamais été publié et qui n'est pas pris en compte dans votre méta-analyse. » Ah ok, on ne savait pas qu'il y avait cet essai chez 10 000 malades. L'ensemble des autres essais faisaient 2 000 malades, et l'essai de 10 000, lui, n'avait pas été publié. Donc après 8 ans d'efforts de la Cochrane, nous avons réussi à obtenir les données, mais globalement, à la fin, l'histoire, c'est plutôt le Tamiflu diminue d'une demi-journée les symptômes de la grippe, et on n'a pas de preuve que ça diminue le risque d'événements graves. Donc ça change un peu la nature des choses, quoi. D'où ce dessin, quoi, ça peut entraîner des grands profits, mais il y a un side effect, ça pourrait peut-être améliorer les symptômes, mais c'est vraiment à côté de la plaque de discuter ce point. Voilà. Donc ça, c'était le truc emblématique initial. En réalité, notre problème, c'est qu'entre le protocole d'un essai et la publication, eh bien, il y a plein de documents, des tonnes de documents, et puis les données brutes sont transformées par des processus relativement opaques de filtrage, de distillation, de synthèse, en rapport de longueur et de niveau de détail extrêmement différents. Donc globalement, on va progressivement avoir soit des données non publiées mais assez détaillées, le Clinical Study Report, et puis avoir des articles qui sont publiés parfois sous forme d'un article qui fait entre 8 et 10 pages habituellement, parfois on a simplement un abstract, etc. Et le processus, il est extrêmement peu clair. Alors il y a des gens qui effectivement commencent à travailler là-dessus et disent mais attendez, là on part au départ de dizaines de milliers de pages et puis à la fin on doit juger sur un truc qui fait moins de 10 pages, ça pose problème. Donc il y a même des gens qui sont en train de regarder le facteur de compression pour les différents médicaments. Vous voyez, ça va de 11 à 8800, quoi. C'est-à-dire c'est voilà. Et aujourd'hui la vraie question c'est est-ce qu'on doit faire des méta-analyses d'essais publiés ou est-ce qu'on doit faire des méta-analyses de documents issus des autorités d'enregistrement et ou issus des industriels, etc., etc. Donc, énorme discussion là-dessus. Alors, c'est un problème parce qu'en réalité, la transparence de toutes les compagnies industrielles, mais c'est exactement la même chose pour les académiques, elle est extrêmement variable. Donc, si vous avez par exemple un médicament dont j'ai jamais entendu parler, le Medibrix de GSK, vous voyez qu'il y a 16 essais, ils sont tous enregistrés dans une base type clinicaltrials.gov, ils sont tous rapportés, ils sont tous publiés, et les données sont intégralement disponibles pour tous ces essais. Si vous prenez le StriBuild de Gilead, il y a 34 essais, mais il n'y en a que 24% qui sont enregistrés, 9% qui sont rapportés, 21% qui sont publiés, et 21% pour lesquels on a des données accessibles. Donc il y a une énorme variabilité. Et comment on se débrouille avec ça ? On a montré pour d'autres travaux, par exemple, que pour des types particuliers de méta-analyse, ce qu'on appelle méta-analyse en réseau, plus les données initiales étaient biaisées parce que les gens ne les rapportaient pas, plus bien sûr leur traitement apparaissait comme étant le meilleur de la méta-analyse en réseau. Évident. C'est-à-dire que si les gens ne donnent pas accès à leurs données, c'est parce que leurs données sont négatives, pas assez intéressantes, etc., etc. C'est pas un hasard. Voilà, donc aujourd'hui on se pose plein de questions sur est-ce qu'on va passer à une autre forme complètement différente de méta-analyse qui va reprendre toutes ces données
et sachant que ces données se chiffrent en dizaines de milliers de pages. Et qui va être capable de faire ça? Voilà. Alors, de manière extrêmement simple, nous, par exemple, on s'intéresse beaucoup aux données qui sont postées dans clinicaltrial.gov. Parce que la loi américaine fait que depuis 2007, d'abord, tous les essais doivent être enregistrés, et puis ensuite, tous les essais doivent être... la majorité des essais doivent avoir leurs résultats postés 1 an après le dernier malade inclus dans cet essai. Et donc ça, c'est une loi américaine. C'est une loi américaine avec, théoriquement, des amendes de 10 000 $ par jour si on ne le fait pas. C'est vrai pour tout le monde, aussi bien les industriels que pour les académiques, et on peut retirer les financements publics pour les académiques qui ne postent pas leurs résultats. Alors c'est moyennement bien fait, mais bon, globalement, c'est de plus en plus fait. Et cette loi, on a exactement la même en Europe, sauf qu'elle n'est pas encore mise en œuvre, et elle doit l'être en 2017. Elle devait l'être en 2016, ils n'ont pas eu le temps de faire le site web, donc ça sera fait uniquement en 2017. On en parlait depuis 2014. Bon, voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a regardé? On a pris 200 essais pour lesquels, 1, les résultats avaient été postés, 2, les résultats étaient publiés. Donc, les mêmes essais. Et on a comparé les deux d'un point de vue de méta-analyste. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, que les données qui sont rapportées dans clinicaltrial.gov, elles sont plus complètes pour toutes les données concernant le flux des participants, elles sont plus complètes sur les données d'efficacité, elles sont infiniment plus complètes sur les données de safety et sur les sévères adverse events. Donc, les données aujourd'hui de clinicaltrial.gov sont plus utiles que les données publiées pour faire des méta-analyses. Alors, pourquoi elles sont plus complètes? Eh bien, notre analyse, c'est qu'en réalité, les gens doivent remplir des cases. Ils ont un template très précis à remplir et ils ne sortent pas de ce template. Alors que dans l'article, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et si les gens n'ont pas rempli le template sur les sévères adverse events, on leur dit, mais vous êtes sûr, il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, marquez-nous 0% et 0% dans chaque bras. Voilà. Et donc, avec ça, on a beaucoup plus de données aujourd'hui dans clinicaltrial.gov que dans les articles publiés. Alors, il y a plein de comparaisons qui sont en train d'être faites, par exemple, entre les study reports et les publications. Et on voit que notre difficulté aussi, c'est qu'on va avoir des discordances entre tous ces documents. Et notre difficulté, c'est que selon les documents, on va avoir 4 ou 5 sources différentes pour le même essai, et on va avoir à chaque fois des informations qui sont partiellement identiques, partiellement différentes. Et ça, c'est une difficulté. Vous voyez que par exemple, sur les critères de jugement primaire, qui est quand même un élément relativement important dans un essai, on a en permanence des discordances. Voilà. Donc, beaucoup de gens pensent qu'il faut repenser la manière dont on fait de l'évidence synthesis. Une des difficultés, c'est que c'est pas si facile de gérer des milliers de pages de documents et que c'est plus le même job que de faire une méta-analyse où on va récupérer 10 publications et on va faire ça dans sa cuisine. Voilà. Donc, énorme changement de ce côté-là. Et bien sûr, la taille des équipes sera forcément impactée par ça, et la taille des gens qui seront capables de faire ça sera forcément impactée par ça. Ou plutôt, on va rentrer dans de plus en plus de méta-analyses à plusieurs niveaux de qualité. Des méta-analyses faites par des toutes petites équipes versus des méta-analyses faites par des grands groupes, avec des temps et des durées qui seront extrêmement différents et des qualités finales qui seront extrêmement différentes. Alors, pour aller de plus en plus vers ça, il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être créés et financés. Donc, dans ce cadre d'une énorme campagne de programme Open Science, il y a une partie spécifique qui s'appelle Open Trials, dont l'idée est d'aller prendre pour tous les traitements, toutes les données disponibles à tous les endroits où il y a des données. Donc, aller prendre toutes les données des registres, à la fois les registres publics, mais aussi les registres de l'OMS, les registres des industriels eux-mêmes, parce qu'il y a plein de données sur les registres des industriels, toutes les données qui viennent des journaux, toutes les données qui viennent des régulateurs, toutes les données qui viennent de bases de données structurées, par exemple les bases de la Cochrane, etc. Par exemple, si des essais ont déjà eu une évaluation du risque de biais, etc., c'est peut-être pas de la peine de le refaire 50 fois. Et puis, tous les documents disponibles sur ces essais. Et l'idée, c'est de les rendre accessibles, de les trier et de faire qu'ils soient
qu'on trouve à un même endroit toutes les données concernant les molécules, par exemple. Alors, dans le cadre des autres questions très très larges, hein, j'ouvre largement, bon, ok, on s'est beaucoup intéressé aux essais randomisés, mais vraiment, est-ce qu'on a des raisons de penser qu'il ne faut pas prendre en compte les données observationnelles? Je ne suis pas sûr. Nous, on a regardé dans des domaines particuliers comme la chirurgie, on a comparé les effets de traitement observés dans des domaines où on avait à la fois des essais randomisés et des études observationnelles avec l'utilisation de scores de propension. Et globalement, on n'arrive pas à trouver de différence entre l'effet de traitement observé dans ces essais randomisés et dans les études observationnelles avec utilisant des scores de propension bien faits. Donc ça, on a publié ça dans Annals of Surgery si ça vous intéresse. Alors après, l'étape suivante, c'est, ouais, mais ok, les données, il y a plein de sources de données, il y a des données observationnelles, mais pourquoi pas s'intéresser aux données individuelles? Oui, ce d'autant qu'il y a de plus en plus de données individuelles accessibles. Donc maintenant, il y a un site qui s'appelle clinicalstudydatarequest.com où il y a un certain nombre d'industriels qui se sont engagés à donner accès aux données de leurs essais. Donc, vous avez vu Bayer, Boehringer, Lilly, GSK, Novartis, Roche, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas tous les essais, ce n'est pas toutes les molécules, etc. Mais c'est quand même le vent de l'histoire et il y en a de plus en plus. Et donc, il y a aujourd'hui des dizaines de milliers, probablement, d'essais pour lesquels on peut avoir accès aux données. Alors, c'est un processus un peu particulier, on n'a pas un accès direct aux données, il faut déposer un projet. Le projet est évalué par un comité d'experts totalement indépendant des industriels. Et c'est le Wellcome Trust, je crois, non, je ne sais plus qui fait le secrétariat, mais ce n'est pas fait par les industriels. Et au vu de ce projet, on vous donne accès ou pas aux données. Et si on vous donne accès, eh bien, vous aurez accès à toutes les données concernant un essai, c'est-à-dire à la fois le protocole, le CRF, le Clinical Study Report, les données individuelles, les bases de données sur les données individuelles, des CRF annotés pour comprendre comment ça a été fait, etc. Donc, bon, probablement demain, il va falloir se poser la question d'utiliser directement les données individuelles, et probablement on va être dans une situation où on aura des mix de données agrégées de données individuelles. Voilà. Donc voilà, ça c'était la première partie de mes états d'âme sur comment faire des méta-analyses classiques. Bon, voilà. Et j'ai plein d'états d'âme, vous l'avez senti probablement. Deuxième partie de mon topo, d'autres limites des revues systématiques et des méta-analyses. Mon point là, c'est de dire, les méta-analyses classiques, ça ne répond pas réellement à la question d'intérêt pour les médecins. La question d'intérêt pour les médecins, c'est quel est le meilleur traitement pour cette maladie. Ce n'est pas de savoir si le traitement marche, ou le traitement B marche, ou le traitement machin, c'est, il y a 10 traitements disponibles, lequel je dois choisir. Et fréquemment, il n'y a pas ou peu d'essais face-face, donc les comparaisons directes entre traitements manquent, ce qui entraîne des méta-analyses vides ou ne permettant pas de conclure. Et puis, l'autre point, c'est que les procédures de méta-analyse, ça prend du temps. Les méta-analyses sont rarement, moi je pense très rarement, mises à jour à chaque fois que de nouvelles données sont disponibles. Donc en réalité, on est toujours en retard sur ce qui existe. Alors on s'est amusé à... Désolé, j'ai un mix de diapos français-anglais, mais on s'est amusé à regarder ça pour le cancer du poumon non à petites cellules en deuxième ligne de traitement. Et on a... Donc là, l'idée, c'était très simple, c'était on va récupérer toutes les données disponibles sur le cancer du poumon non à petites cellules, et puis on va faire une méta-analyse au 1er janvier 2009, donc données disponibles au 1er janvier 2009, données disponibles au 1er janvier 2010, données disponibles au 1er janvier 2011, et ainsi de suite jusqu'en 2016. Et globalement, qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça? Alors, on prend l'hypothèse qu'il faut 6 mois pour que les données disponibles passent dans une méta-analyse. Donc après, on a pris l'ensemble des méta-analyses existantes dans le champ, et disponibles au 1er janvier, et on a regardé qu'est-ce qui était couvert par ces méta-analyses. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que quand on fait ça à date anniversaire, comme ça, 30 à 60% des malades manquent dans ces méta-analyses, 40 à 70% des essais, 40 à 66% des traitements, etc. Et donc, le réseau se constitue, mais il manque en permanence plein de données qui ne sont pas
encore prises en compte dans les méta-analyses. Donc finalement, quand un médecin ou un malade doit prendre des décisions sur son cancer du poumon, eh bien, il prend des décisions sur des choses qui ont été faites, enfin des choses qui sont disponibles, publiquement disponibles, au moins 2 ans ou 3 ans auparavant. Moi, si j'avais un cancer du poumon, j'aimerais bien être traité au 1er janvier 2017 en fonction des dernières données disponibles. Ce n'est absolument pas ce qui se passe. Donc, notre premier point, c'est de dire qu'il faut qu'on passe des méta-analyses aux méta-analyses en réseau. La méta-analyse, ça nous permet de savoir que le traitement A est efficace dans la maladie X ou que A est plus efficace que B. Ça combine les comparaisons par synthèse des essais face-face et ça permet de répondre à cette question. OK. Et nous, on pense qu'il faut passer à ce qu'on appelle les méta-analyses en réseau, qui vont répondre à une question un peu différente. Parmi tous les traitements disponibles pour la maladie X, lequel est le meilleur? Donc dans ce type de méta-analyse, on va prendre en compte non pas un seul traitement, mais l'ensemble des traitements disponibles pour une indication et une maladie, pardon. Et on va estimer toutes les comparaisons possibles entre les traitements, même en l'absence d'essais pour certaines comparaisons. C'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois des comparaisons directes et des comparaisons indirectes, parce qu'on n'a pas toujours de comparaison directe. Deuxième temps, on pense qu'il faut passer des méta-analyses en réseau, qui sont déjà utilisées depuis plusieurs années, aux méta-analyses en réseau cumulatives en temps réel. Et on est actuellement en train de faire une preuve de concept dans le domaine. Donc notre question, c'est plus parmi tous les traitements disponibles pour la maladie X, lequel est le meilleur, c'est parmi tous les traitements disponibles pour la maladie X en janvier 2017, lequel est le meilleur. Donc là, l'idée, c'est qu'on part d'une méta-analyse en réseau initiale et qu'on refait à intervalles réguliers et très courts l'ensemble du processus de méta-analyse en réseau. Et Gordon Guyat a dit, est-ce que ce n'est pas un paradigm shift pour les systematic review? Et c'est ce qu'on essaie effectivement de vendre. Donc voilà, là c'est le réseau complet de l'ensemble des essais et des molécules, enfin ou des groupes de traitements qui sont utilisés dans le cancer du poumon non à petites cellules pour la deuxième ligne de traitement. Donc vous voyez qu'il y a, et chaque rond correspond à, plus le rond est gros, plus le nombre de malades est important, et chaque trait correspond à un essai, et plus les essais sont, plus les traits sont gras, plus il y a un nombre d'essais important. Donc vous voyez, il y a une foultitude d'essais dans tous les sens, etc. etc. Et l'idée, c'est est-ce qu'à partir de ce réseau, on est capable de déterminer quel est le meilleur traitement dans cette pathologie? Parce que c'est quand même la question que se pose le médecin et le malade. Donc, on va arriver à avoir des tables assez compliquées et par des méthodes statistiques relativement accessibles, on va faire à la fois les comparaisons directes et les comparaisons indirectes. Et vous voyez typiquement ce qu'on peut trouver dans ce genre de choses. Donc là, on ne nous a représenté là que 12 des 58 traitements disponibles, 58 traitements combinaisons de traitements, et 2 des 4 critères de jugement. Mais on va avoir à chaque fois des comparaisons entre les molécules pour là 2 items qui sont Progression Free Survival pour la partie basse et réponse objective pour la partie haute. Donc bien sûr, ça pose des problèmes, de compréhension des résultats qui sont parfois assez compliqués, d'analyse de ces résultats, parce que là je l'ai analysé sur 2 items, mais en réalité il y a 4 critères de jugement importants, et le réseau peut être très différent d'un critère de jugement à l'autre. Je ne vais pas montrer ça, mais les réseaux sont très bas. On n'a pas d'informations sur, par exemple, la survie sans progression dans tous les essais, on n'a pas d'informations sur les effets indésirables graves dans tous les essais, donc on a des réseaux qui varient. Mais globalement, on va plutôt vers ce type de choses, avec bien sûr des grandes difficultés d'interprétation, des problèmes sur l'incertitude du ranking, etc., qu'on a abordé dans d'autres travaux. Voilà. Donc notre idée, c'est d'aller vers une méta-analyse en réseau cumulative et dynamique, avec une méta-analyse en réseau initiale, puis après refaire un cycle, une stratégie de recherche qui doit être adaptative en fonction des nouveaux traitements et des nouveaux essais, parce que bien sûr il peut y avoir des nouveaux essais, une nouvelle recherche et sélection, une extraction des données, une évaluation du risque de biais, une mise à jour du réseau et de l'analyse, et la diffusion des résultats, et le tout dans des cycles relativement courts. Donc nous, on part pour le faire tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Voilà. Alors est-ce que c'est faisable? On pense que c'est faisable et on pense que ça vaut le coup.
Premièrement, ici, on vous a montré, par exemple, à partir d'un exemple, le nombre de traitements pour une méta-analyse en réseau. Vous voyez, il y avait 45 traitements initialement. Donc, dans cette méta-analyse en réseau, on a vu 8000 références à évaluer et des données à extraire pour 70 essais. Et à chaque itération, tous les 4 mois, on aura 2 traitements nouveaux, 380 références à évaluer et 4 essais à extraire. Ça représente à peu près 5% de la quantité de travail faite dans la méta-analyse en réseau initiale pour la partie extraction des données. Donc on pense que c'est faisable et que c'est peut-être plus malin de fonctionner comme ça plutôt que de faire une méta-analyse en réseau tous les 5 ans. Deuxièmement, bien sûr, ça nécessite d'avoir des stratégies adaptatives sur la manière dont on fait ces méta-analyses en réseau. Et donc, on est aussi en train de se dire que les interrogations ne seront pas exactement les mêmes que dans les méta-analyses classiques. Et donc, on pense par exemple à faire tous les 4 mois une analyse des bases de données bibliographiques, des registres d'essais, des résumés de congrès, et seulement tous les ans, des agences de régulation, des registres d'essais industriels et des agences d'évaluation des technologies de santé et des autres ressources. Voilà. Donc on va adapter un peu notre stratégie pour faire des revues plus rapides, parce que si on devait refaire l'ensemble du processus habituel, il est totalement impossible de le faire en 3 ou 4 mois. Deuxième chose, ça veut dire aussi repenser la manière dont on va faire ces méta-analyses. Donc on va passer de la réalisation d'une méta-analyse une fois de temps en temps par 2 ou 3 chercheurs à une Live Cumulative Network Meta-Analysis prise en charge par une communauté de chercheurs et pendant 10 ans. Donc ça nécessite d'avoir probablement diverses communautés intéressées à ça. Des experts entraînés aux revues systématiques, un groupe d'experts plutôt thématiques, voire même des gens qui ne sont pas du tout impliqués dans les essais, qui vont nous aider pour identifier les nouveaux traitements, faire la stratégie de recherche adaptative, la sélection, l'extraction des données, et les groupes qui seront en charge de chacune des étapes seront extrêmement différents. Par exemple, on peut imaginer que on mette un site web et qu'on demande à tous les gens qui entendent parler d'un nouveau traitement dans le cancer du poumon de nous l'indiquer. On peut avoir des groupes d'experts thématiques qui vont faire la stratégie de recherche adaptative et la sélection des essais, et puis les experts entraînés aux revues systématiques qui vont faire l'extraction, l'évaluation du risque de biais, la mise à jour du réseau et de l'analyse. Donc ça nous nécessite de repenser la manière dont sont fait les méta-analyses. Donc vous trouverez, on a un site livenetworkmetaanalysis.com. Alors ça pose plein de problèmes aussi, parce que fonctionner comme ça remet en cause le système de publication. Par exemple, aujourd'hui, une méta-analyse en réseau, ça correspond probablement à 10 méta-analyses en quantité de travail. Bon, entre publier 10 méta-analyses et une méta-analyse en réseau, c'est pas exactement la même chose. Et puis, ça pose des problèmes de valorisation des updates, parce que là, on va faire une fois une publication de la méta-analyse en réseau initiale, puis après, on ne peut pas imaginer faire autrement que de poster sur un site web les résultats des méta-analyses successives. Ça pose aussi des problèmes de peer review. Comment on fait pour faire la peer review? Est-ce que c'est une peer review une fois qu'on a posté les résultats, etc., etc. Donc ça va poser plein de problèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que dans les méta-analyses, on peut faire soit des choses très très simples, mais qui à mon avis sont assez fausses, soit des choses beaucoup plus complexes. Et puis voilà, je terminé. Est-ce que ça marche? Ça dépend ce que vous entendez par Does it work? Voilà. Et puis pour finir, bien sûr, c'est fait avec plein de gens dans l'équipe qui sont cités ici, beaucoup d'autres que je n'ai pas cités parce que je n'avais pas le temps d'écrire. Voilà. Merci.